Oui, c'est ce qui explique tout le pape François, en fait. Vous prenez un Benoît XVI qui sortait d'un village de Bavière avec des Noirs sapinières, vous prenez Jean-Paul II qui sortait d'une ville polonaise très catholique et qui avait vécu la guerre, et là vous avez un pape urbain, un pape citadin. Buenos Aires, capitale énorme, mégapole, grouillante, avec différentes religions, beaucoup de... Vous savez, les Argentins descendent du bateau, c'est la fameuse phrase bien connue. Beaucoup d'immigrants. Beaucoup d'immigrants, donc vous avez un mélange de population, et lui-même, le pape François, est issu de cette immigration, vu que son papa descend du bateau, lui aussi venant d'Italie. Et aussi très préoccupé, bien sûr, par les questions économiques et sociales. Complètement, et il est... depuis son enfance, parce que vous avez évidemment son père qui arrive en Argentine, et il est confronté dès son enfance à la première grande crise mondiale en Argentine, et il vit ça de plein fouet. La vie du pape François, du futur pape François, c'est une vie de combat. C'est quelqu'un qui se bat en permanence. Alors pour voir après quels sont éventuellement ses ennemis, est-ce que vous diriez que c'est un pape révolutionnaire ou réformateur? Les deux. Vous savez, il a cette phrase... Il prononce tellement de phrases qu'on en oublie quelques-unes, mais il dit « la foi est révolutionnaire ». Un chrétien qui n'est pas révolutionnaire n'est pas un bon chrétien. Donc il faut pas se la jouer, il faut être cash. On est en train d'assister à quelque chose d'absolument unique dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la papauté. Donc il dérange beaucoup de monde, ce pape. Ah ben absolument. Parce que dès lors que vous faites le ménage, dès lors que vous voulez changer les cœurs, les hommes, le monde, eh ben évidemment, il y a un peu des victimes sur le bas-côté du chemin, évidemment. Qui sont ses ennemis, ses opposants, comme vous dites, qu'il met au placard? Vous en avez le plus connu, c'est le fameux cardinal Burke, vous savez, qui était quand même à la tête de l'appareil judiciaire du Vatican, à la signature apostolique, qu'il a mis à l'ordre de Malte. Certes, c'est un poste très honorifique, mais avec aucun pouvoir vraiment politique. Et ce cardinal Burke, le fameux cardinal Burke, essaie par tous les moyens de lui tendre des choses trappes, de lui tendre des pièges. Et c'est une guerre larvée qui maintenant s'affiche au grand jour. En fait, dès qu'il est arrivé, dès qu'il était élu pape, il a mis en fait, d'une certaine manière, la curie romaine de côté, disons sur le côté. Il a créé ce fameux C8, je pense. C9, pardon, oui, ces 9 cardinaux qui sont en fait sa garde rapprochée, son ministère de proximité. Donc il a évidemment dérangé beaucoup de monde dans la curie romaine. Bon, c'est le mandat qu'on lui a donné. Ce pape a été élu pour mettre de l'ordre dans la curie. Alors évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu. Il va beaucoup plus loin, en fait, que le mandat qu'on lui avait assigné. Qui lui a donné ce mandat? Les cardinaux. Vous voyez le cardinal Barbarin qui dit, bon, on ne savait pas que ça allait dépoter à ce point-là. Il y a quand même des déclarations très claires du cardinal Barbarin, par exemple, ou du cardinal Danils, pour citer des francophones. Alors il se dit lui-même, le pape François, fourbo. Il dit, je suis un peu fourbe, un peu rusé. Il a besoin de ruse en ce moment au Vatican. Complètement. Et il a sa formation jésuite. N'oubliez pas que les jésuites, premier pape jésuite de l'histoire, les jésuites, ce sont les énarques, si vous me permettez l'expression, de l'Église. Redoutablement intelligent, toujours un coup d'avance. Alors, l'Église catholique, est-ce qu'elle est réformable? On a parlé de réforme d'un pape réformateur ou révolutionnaire. Vous faites dire un compagnon jésuite du pape, à la fin du livre, vous dites, il dénonce, il prend beaucoup de chemin, mais il n'a pas de solution. C'est une phrase d'un jésuite, c'est un ami jésuite qui était avec lui durant le séminaire et qui, lui, par contre, est sorti de l'Église. C'est un curé défroqué, comme on dit dans le langage populaire. Non, je crois qu'il sait, en fait, très très bien où il va, mais il pense que la providence le guide. Donc il a quand même fait bouger les lignes de manière considérable. La chose la plus apparente, mars 2013, il ne prend pas possession des appartements pontificaux, il va vivre dans la maison Sainte-Marthe. C'est une pension de famille, c'est une cafétéria d'hôpital, enfin la salle à manger de Sainte-Marthe. Vous imaginez que l'un des hommes les plus puissants au monde vit là, c'est absolument inimaginable. Donc lui déjà il montre l'exemple et il remet l'humain au centre de tout. Ce que Vatican II aurait dû faire, lui, il l'applique et il le fait avec priorité aux pauvres, une église sociale. Oui. Quelles sont ses priorités, en fait, en interne d'abord, et puis on verra peut-être au niveau international? Il a entamé beaucoup de chantiers à la fois. Le premier, vous savez, ses premiers discours, il dit « je vais aller aux périphéries existentielles et sociales ». Donc il va récupérer
les gens qui se sentaient exclus de l'Église. Tous les exclus, en fait. Tous les exclus. Et des gens qui ne se sentaient pas à l'aise avec cette Église un peu sclérosée, un peu poussiéreuse, excusez-moi du terme. Et il va rechercher les pauvres. Regardez les homosexuels. Qui suis-je pour juger cette reconnaissance? Hier, être homosexuel, c'était un péché, c'était l'anathème, c'était l'enfer. Aujourd'hui, les homosexuels sont acceptés, sont même accueillis dans l'Église. Il reste quand même assez ferme sur toutes les questions de dogme, d'avortement. Il reste quand même le pape de l'Église catholique. Oui, mais il fait bouger les lignes. Ne soyons pas dupes, il fait bouger les lignes. Vous voyez, sur l'avortement, bien sûr, il peut pas être pour l'avortement. On est quand même, c'est le chef de l'Église catholique. Mais il pardonne une femme qui s'est fait avorter. Ouais. Alors, une de ses cibles principales, j'allais dire, dans l'Église et en dehors de l'Église, c'est la corruption. Il a attaqué frontalement la corruption à l'intérieur de l'Église et aussi, je dirais, et on est en Italie, donc aussi la corruption de la mafia. Il est allé même à Naples les provoquer sur leur terrain. Ah, lui, il y va, et regardez aussi beaucoup en Argentine, ça lui vient beaucoup de son passé argentin. Il a connu la dictature. Il faut y aller clairement. On est face à un pape révolutionnaire à la latino. Donc il y va sans avoir peur, sans hésitation. Regardez, par exemple, toute la période Kirchner. Il était cardinal de Buenos Aires. Kirchner, c'est l'ancienne présidente argentine. Ancienne présidente, donc plutôt une politique sociale, etc. Et il se bat en permanence avec Christina Kirchner, parce qu'il lui reproche en fait de faire une politique qui ne pense pas aux pauvres. D'où d'éternelles chamailleries et des conflits très très ouverts et parfois plus larvés. Alors il y a un chapitre de votre livre qui s'intitule et qui d'ailleurs qui fait référence à cette enquête sur un pape en danger. Vous dites objectif, abattre le pape. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui des gens qui veulent abattre le pape, sinon physiquement, en tout cas, j'allais dire, dans sa fonction de pape? Oui, écoutez, les affiches à Rome, on va aller voir peut-être ces affiches. C'est clairement un front qui s'est ouvert, c'est clairement une déclaration de guerre, c'est une première. Ça, c'est une première. Mais c'est une première absolue. Peut-être qu'on a eu ça à la Renaissance ou je ne sais quand, mais il y a très 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 longtemps. Vous voyez, c'est des affiches, il a l'air un peu boudeur, on essaie de le ridiculiser. François, qu'as-tu fait de ta miséricorde? On le prend à parti. Parce qu'il aurait menacé, parce qu'il aurait décapité l'ordre de Malte. Enfin, ce sont des résistances oui, parce qu'il l'a mis en internes. quelque sorte sous tutelle, parce que Burke, il lui pose quand même quelques problèmes, donc il est obligé d'intervenir. Et là, on est vraiment dans une déclaration de guerre. La guerre est ouverte. Mais vous pensez vraiment qu'il est menacé? Quand vous dites un pape en danger, ça veut dire qu'il est physiquement en danger? Mais par conséquent, il est forcément en danger. Et regardez tous les précédents récents, depuis l'attentat contre Jean-Paul II en mai 81 sur la place Saint-Pierre, où quand même il a failli y passer, 82 ou 83 à Fatima, une nouvelle tentative d'attentat contre Jean-Paul II, et tout récemment aux Philippines, n'oubliez pas le voyage du pape François aux Philippines, un attentat a été déjoué quelques heures avant son arrivée. Alors, pour revenir à la curie romaine, il y a un fameux discours, d'ailleurs, que vous reproduisez in extenso à la fin du livre. C'est ce discours sur les 15 maladies de la curie romaine, qui date de décembre 2014, et où il dénonce, j'en cite quelques-uns, les cercles fermés, l'accumulation, j'imagine, d'argent, le profit mondain, la vanité, et alors, probablement le plus dur, l'Alzheimer spirituel. Donc, il critique ses collègues cardinaux. Oui, donc la curie, ça englobe non seulement les cardinaux, mais tout le gouvernement du Vatican. Hein. Les évêques, il y a aussi des laïcs, enfin c'est tout le gouvernement de l'Église. C'est d'une grande dureté. Il sait aujourd'hui qu'il a à peu près 80% de la curie contre lui. 80% de la curie. Ouais, il le sait, il le dit lui-même à ses proches. Ouais. Il sait très très bien la situation dans laquelle il est. Mais il va son chemin, il essaie d'abord de changer les mentalités, d'abord de changer les hommes, ensuite il va peut-être essayer d'aller plus loin et de changer le monde. On peut l'imaginer, il a déjà commencé. Alors, il avait dit plusieurs fois que son pontificat serait court, donc il va bientôt fêter son 4e anniversaire, voilà. Il a 80 ans, c'est que ça sentait... Il a eu 80 ans en décembre, et il dit « mon pontificat sera court », mais c'est peut-être aussi une tactique pour voir un peu qui sont ses ennemis, pour qu'ils sortent un peu du bois, parce qu'évidemment, ça aiguise les appétits, et quand on dit « je ne vais pas rester très longtemps », évidemment, les successeurs potentiels et les appétits se révèlent. C'est un pape tacticien? Totalement. Totalement, et totalement argentin. Alors, je sais que TV5 est écouté en Argentine, regardez en Argentine, et je pense qu'on va me comprendre. Il est totalement argentin. Et si vous n'avez pas ce crible argentin pour le décoder, vous avez beaucoup de peine à vous y retrouver. C'est ce que j'ai vraiment essayé d'expliquer, de raconter dans ce livre.
Un dernier mot, il dit, il aura sans doute des relations difficiles avec le nouveau président américain, Donald Trump. Tous les opposent. Ouais. Et vous dites d'ailleurs dans le bouquin qu'une députée républicaine l'a qualifié d'antéchrist. Alors l'antéchrist, c'est pratiquement Satan sur Terre, quoi. Complètement, oui. Ouais. Et vous savez, le cardinal Burke à Rome pense que le pape François est Satan. Ouais. Et évidemment, Trump, ça va être très, très, très intéressant à observer, parce que l'un veut construire des murs, l'autre veut construire des ponts. Donc ça, c'est déjà la base, le constat de départ.